Le 21e siècle ne vous gouvernera pas, il vous programmera. Connected Mate. Quand j'ai lu cette phrase, pour la première fois, j'ai eu un vrai moment de silence presque intérieur. Pas parce qu'elle est brillante cette phrase, et elle l'est, mais parce qu'elle sonne juste, brutalement juste. Cette phrase ouvre Cyberpunk, le nouveau système totalitaire, l'essai d'Asma Mala paru à l'automne 2025. C'est un livre écrit à chaud, peut-être dans un moment de bascule politique et technologique, où l'auteur tente de nommer ce que beaucoup d'entre nous ressentent confusément. Le fait que quelque chose a changé dans la nature même du pouvoir. Pour cet épisode, j'ai voulu faire une expérience un peu particulière. Je n'ai pas invité Asma Mala. J'ai demandé à 2 intelligences artificielles d'analyser son livre, d'en extraire les concepts, de les confronter et de les pousser dans leur retranchement. Pourquoi ? Parce que ce livre parle précisément de ça, d'un monde où la technologie ne se contente plus d'être un outil. L'objectif ici, c'est pas de faire une fiche de lecture, non, c'est un stress test. Voir si les concepts éclairent vraiment le réel et surtout si ces concepts nous aident à penser ou s'ils nous fascinent au point de nous endormir. Ce que vous allez entendre, c'est une conversation dense, parfois assez perturbante entre 2 IA qui dissèquent une dystopie. Parce que nous sommes peut-être déjà en train de la vivre. C'est parti pour votre épisode. Connected Mate. Le 21e siècle ne vous gouvernera pas, il vous programmera. On commence avec cette phrase qui a un vrai coup de poing. C'est ce qui ouvre l'essai d'Asma Mala, Cyberpunk, le nouveau système totalitaire. Exactement. Un livre qui est paru en septembre 2025, donc c'est très récent. C'est ça, écrit vraiment à chaud. Elle le dit elle-même, elle s'ancre dans un moment précis. L'été 2024, la tentative d'assassinat contre Donald Trump, pour elle, c'est une bascule. Oui, c'est son point fixe. Et à partir de là, elle tire le fil pour analyser la fusion entre le politique et le technologique, en prenant les États-Unis comme son principal laboratoire. D'accord. Et précisons tout de suite notre objectif aujourd'hui. On n'est pas là pour faire une simple fiche de lecture. Non, pas du tout. L'idée, c'est de prendre les concepts très forts du livre, et il y en a, et de leur faire passer un véritable stress test. J'aime bien l'idée du stress test. Voilà. Voir si ça tient la route, si ça nous aide vraiment à décrypter ce qui se passe. On va disséquer ces idées, le dit Léviathan, le fascisme simulacre. Et chercher les fissures, les angles morts, sans concession. C'est exactement ça. Alors allons-y. La thèse centrale, le cœur de son argumentation, c'est que la dystopie cyberpunk, celle des romans de William Gibson en fait, ce n'est plus de la science-fiction. Oui, Elle dit qu'on est en plein dedans. mais c'est une affirmation radicale. Ça veut dire quoi concrètement, au-delà de l'image des voitures volantes et des néons sous la pluie? Et c'est justement là que son analyse est intéressante. Elle nous dit d'oublier les clichés visuels. La dystopie, elle n'est pas dans nos rues, elle est dans nos têtes. D'accord, c'est la fusion entre ce qu'elle appelle le Big State, l'État en tir, avec son pouvoir régalien, et le Big Tech, les géants de la tech avec leur pouvoir sur les infrastructures. Et cette fusion crée quoi ? Elle crée ce qu'elle nomme une cage de fer technologique. Et son but, ce n'est pas de contrôler les corps par la force, mais de programmer les esprits par la saturation. La saturation. C'est-à-dire, C'est le fait d'être bombardé en permanence. Un tel volume d'infos, de notifs, de polémiques, que la pensée critique devient matériellement impossible. l'attention est complètement capturée. Exactement. C'est la ressource la plus rare. Et elle est capturée, fragmentée, épuisée. Elle reprend ce concept d'hyper-normalisation. Ah oui, C'est ce sentiment très étrange où tout le monde sent que le système ne marche plus, que le discours officiel est absurde, mais où tout le monde continue de jouer le jeu, comme si de rien n'était. on vit dans une sorte de dissociation collective. C'est ça, anesthésié par le flux. La technologie, ce n'est plus un outil qu'on utilise, c'est l'écosystème qui nous façonne. D'accord, c'est clair. Une dystopie cognitive donc. Je fais une pause ici parce qu'il y a quelque chose qui me frappe profondément. Ce que les IA décrivent à partir du livre d'Asma Mala, la saturation informationnelle, la capture de l'attention, l'épuisement de l'esprit critique, ce n'est pas abstrait, ce n'est pas théorique, c'est notre quotidien. Ce moment très étrange où l'on sait que quelque chose ne va pas, où l'on sent que le système dysfonctionne, mais où l'on continue quand même à scroller, à commenter, à réagir, à liker, pas par naïveté, par fatigue. Et la question que je me pose en écoutant les 2 IA, c'est pas seulement est-ce que le diagnostic qu'elles sont en train de faire est juste, mais plutôt à partir de quand un système devient totalitaire sans jamais interdire quoi que ce soit. Quand il ne contraint plus, mais qu'il occupe tout l'espace mental disponible.
Son analyse, elle se base quasi exclusivement sur le labo américain. Est-ce que cette grille de lecture est vraiment exportable? Je pense à l'Europe, par exemple. Mhm. On a mis en place le RGPD, on essaye tant bien que mal de réguler les GAFAM. La relation entre le Big State et le Big Tech, c'est plus un bras de fer qu'une fusion. Son modèle, il n'est pas un peu trop américano-centré? C'est un point essentiel, et c'est peut-être un premier angle mort. Le livre n'y répond qu'à moitié. Qu'est-ce qu'elle dirait à votre avis? Elle dirait sans doute que, même si les modalités diffèrent, la régulation ici, le contrôle étatique en Chine, la logique de fond de la programmation cognitive, elle, reste la même. D'accord. Mais vous avez raison, elle sous-estime peut-être la capacité des autres modèles politiques à créer des frictions. Mais il y a un autre risque, plus subtil, je trouve, dans son approche. Lequel? Le choix même du mot cyberpunk. C'est une esthétique puissante, très forte visuellement. On pense à Blade Runner, à des rebelles charismatiques. Bien sûr. En décrivant notre réalité comme ça, est-ce qu'on ne risque pas de la rendre presque cool, fascinante? Ah, je vois. Le paradoxe de la critique qui, en passant par l'esthétique, rend la dystopie désirable et du coup neutralise l'urgence. Exactement. On devient le spectateur d'un film grandiose au lieu de l'acteur d'un drame politique qu'il faut combattre. On regarde le spectacle de l'effondrement au lieu de chercher les sorties de secours. C'est un vrai danger. Alors, si cette dystopie est cognitive et mise en scène, qui sont les architectes? Elle utilise un mot qui m'a interpellée, le diléviathan. J'avoue qu'au début, ça m'a semblé un peu jargonnant. Ce léviathan à deux têtes, c'est quoi? Oui, l'image est assez parlante en fait. Le Léviathan de Hobbes, c'était le monstre de l'État. Une seule entité souveraine. Il a maintenant deux têtes, qui sont pas toujours d'accord. La première, c'est le Big State, le pouvoir politique. Son rôle, c'est d'orchestrer le spectacle, la grande narration. De désigner les ennemis. Voilà. Et la deuxième tête, c'est le Big Tech. Son rôle est plus discret mais fondamental. Il code le système. Il conçoit les algos, les plateformes invisibles qui régissent nos vies. C'est une souveraineté hybride en somme. C'est ça, instable, où le pouvoir de faire la loi et le pouvoir d'écrire le code sont devenus indissociables. Et ce dit Léviathan, il produit quel type de régime? C'est là qu'elle sort son autre concept choc, le fascisme simulacre. Oui, Si je comprends bien, l'idée, c'est que ce n'est pas un retour au fascisme des années 30, c'est le spectacle qui remplace l'idéologie, c'est ça? c'est exactement ça. Un fascisme postmoderne qui fonctionne comme une émission de télé-réalité politique permanente. C'est une bonne image. Il en mime les codes, le culte du chef, le nationalisme, la chasse au bouc émissaire. Mais la substance idéologique est quasi vide. Sa force, elle ne vient pas d'une doctrine, mais de sa capacité à transformer la politique en performance, L'objectif n'est plus de faire croire, mais de faire participer au show. de générer de l'engagement, du clic, de l'émotion. La vérité n'a plus aucune importance. Seul l'impact du spectacle compte. Et là-dedans, toute contestation est aspirée, recyclée et devient un autre segment du show. Je vois la puissance du concept, mais le mot simulacre, il me dérange. Profondément. Ah. Quand on parle de purge, de familles séparées aux frontières, de droits supprimés, comme elle le décrit, ce n'est pas un spectacle, c'est une violence très concrète, très matérielle. Qualifier tout ça de simulacre, est-ce que ce n'est pas terriblement réducteur? Est-ce que ça n'atténue pas la souffrance réelle des gens? C'est sans doute l'objection la plus forte qu'on puisse faire au livre. Le mot est dangereux. Oui, Il peut donner l'impression que rien n'est réel. Je pense qu'elle l'utilise dans un sens philosophique précis, à la Baudrillard, où le simulacre cache qu'il n'y a plus de vérité. Mais votre point est crucial. Le spectacle a des conséquences bien réelles. et l'insistance sur le simulacre risque d'occulter cette dimension, justement. On est peut-être face à un système qui utilise les outils du simulacre pour produire des effets de pouvoir bien matériels. Et puis, il y a la stabilité même de cette alliance. Quand on regarde la relation entre un Trump et un Musk, ça ressemble plus à un mariage de convenance hyper volatile qu'à une fusion. Tout à fait. Un jour, il s'allie, le lendemain, il s'insulte. Est-ce que le livre ne sous-estime pas les contradictions internes de ce dit Léviathan? Totalement. C'est une fragilité structurelle. C'est un autre angle mort. Très clair. Ils n'ont pas la même logique. Pas du tout. Le Big State, dans sa version nationaliste, pense frontières, contrôle national. Le Big Tech, lui, est fondamentalement globaliste. Son modèle repose sur des réseaux sans frontières. L'un veut construire des murs, l'autre veut connecter tout le monde. C'est une symbiose, oui, mais une symbiose toxique. Chacun profite de l'autre, mais leurs intérêts stratégiques à long terme sont divergents. Le conflit est inscrit dans leur ADN. D'accord, donc le diagnostic est posé, un pouvoir systémique, cognitif, spectaculaire,
mais aussi instable. Ça donne le vertige. Et face à ça, Mahala, elle propose quoi? On fait quoi lundi matin pour résister? Et c'est là, je trouve, que le livre bascule. Il prend une autre tonalité, presque existentielle. Ah oui. Pour elle, puisque la guerre est cognitive, le champ de bataille principal, c'est notre esprit. La liberté fondamentale à défendre, ce n'est plus seulement la liberté d'expression. C'est C'est ce qu'elle appelle la liberté cognitive, le droit à l'intégrité de son propre esprit, le droit de ne pas être programmé à son insu. la liberté cognitive. Et comment on la défend, concrètement? Eh bien, sa réponse n'est pas dans les grandes manifs ou les partis politiques. Elle est dans une réappropriation du concret, du corps, de ce qu'elle nomme poétiquement la chair du monde. C'est une jolie formule. Face à mon système qui nous virtualise, la résistance passerait par le fait de recréer du lien physique, de l'expérience sensible. Elle propose même des exercices pour l'esprit libre. Des exercices, c'est-à-dire? Des choses qui peuvent paraître très simples, presque naïves. Cultiver le doute systématique, se ménager des temps de déconnexion totale, soigner son langage. Ne pas utiliser les mots de l'ennemi. Voilà. Elle parle même de sabotage minuscule. Et elle insiste beaucoup sur l'art, la rencontre amoureuse, l'amitié. Tout ce qui recrée une expérience du réel non médiatisée. C'est une résistance qui part de l'individu. De la souveraineté intérieure, oui. Je comprends l'intention. C'est séduisant. C'est une sorte de stoïcisme moderne. Se concentrer sur ce qu'on contrôle. Mais je ne peux pas m'empêcher de trouver ça un peu court. Est-ce que c'est vraiment une réponse à la hauteur du problème? Pratiquer une hygiène cognitive, cultiver son jardin intérieur, pendant que les infrastructures du dit Léviathan continuent de quadriller le monde. Est-ce que ça peut vraiment changer la donne? Vous mettez le doigt sur la tension la plus forte et la moins résolue de tout le bouquin. C'est ça. Il y a un déséquilibre immense entre la puissance écrasante du diagnostic systémique et le caractère très individuel, presque intime, des solutions. On parle de systèmes qui contrôlent les câbles sous-marins, les satellites, et la réponse serait d'aller se promener en forêt? C'est un peu ça, oui. On a l'impression d'une forme de repli. On abandonne la sphère politique, collective, pour se réfugier dans une citadelle intérieure. Et le livre est assez silencieux sur les pistes d'action politique structurées, à grande échelle. Comment on change les lois? Comment on démantèle les monopoles? Exactement. Cette articulation entre la reconquête de soi et la reconquête du pouvoir collectif reste un immense point d'interrogation. C'est l'angle mort ultime de sa proposition de résistance. Elle nous dit comment être un dissident dans sa tête, mais pas comment construire une dissidence collective efficace. C'est peut-être le reflet d'un certain pessimisme sur la capacité de l'action politique traditionnelle à encore changer les choses. Mais la question demeure. Est-ce qu'une collection de souveraineté individuelle peut suffire à faire tomber un empire? L'histoire suggère que non. Bon, alors, si on fait le bilan de notre stress test, il y a une force indéniable dans l'analyse d'Asma Mala. C'est sa capacité à mettre des mots, des concepts forts sur des angoisses diffuses que beaucoup ressentent. Oui. Cette impression de vivre dans un spectacle, ce pouvoir mutant, c'est une grille de lecture qui éclaire beaucoup de choses. Le diagnostic est puissant, c'est vrai, stimulant, mais notre discussion a révélé des failles importantes. On les résume? D'abord, un cadre très américano-centré et le risque d'esthétiser la dystopie. Ensuite, ce qui me semble éthiquement problématique, l'usage du mot simulacre qui minimise la violence réelle. Et enfin, le plus gros point faible, une proposition de résistance qui semble bien fragile, trop individuelle. Pour finir, elle conclut son livre sur une phrase qui est à la fois une lueur d'espoir et un avertissement. Nous ne sommes condamnés à rien que nous ayons désiré. C'est une belle formule, très ouverte. Oui. Et elle ouvre sur une dernière question. Un dernier angle mort qui, celui-là, n'est pas dans le livre, mais peut-être en chacun de nous. C'est-à-dire? Cette cage de fer technologique, elle est aussi construite avec les barreaux de nos propres désirs. Notre désir de confort, de connexion instantanée, de divertissement, de simplification. Tout ce que ces technologies nous servent sur un plateau. La question qu'elle nous renvoie, c'est dans quelle mesure sommes-nous les complices volontaires de notre propre programmation? La véritable résistance, la plus inconfortable, ne commencerait-elle pas par un examen de conscience sur nos consentements quotidiens à ce système? Ce que je retiens de cette conversation, c'est que le livre d'Asma Mala est à la fois nécessaire et très inconfortable. Nécessaire parce qu'il met des mots sur une angoisse qui est diffuse, celle de vivre dans un monde où le pouvoir ne s'impose plus par la force, mais par l'architecture invisible de nos usages, de nos désirs,
de notre attention. Entre un Léviathan qui contrôle les câbles, les satellites, les algorithmes et une résistante faite de déconnexion, de doute, de reconquête intérieure, il y a un déséquilibre que le livre ne résout pas vraiment. Mais peut-être d'ailleurs que la vraie question est ailleurs. Asmamala termine sur cette phrase « Nous ne sommes condamnés à rien que nous ayons désiré ». Et si le cœur du problème n'était pas seulement le système, mais notre part de consentement à ce système, notre désir de confort, de fluidité, de simplicité, de divertissement permanent, cette cage de fer technologique, elle n'est peut-être pas seulement construite contre nous, elle est aussi construite avec nous. Et la question que je vous laisse en refermant cet épisode est sans doute la plus dérangeante de tous. Dans quelle mesure sommes-nous les complices volontaires de notre propre programmation? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.